Des pieds nus, les pieds nus qu'on voit sur ta photo de classe, qu'on voit à l'image là. Eh bien, cette photo d'abord est absolument un miracle. Elle m'a été donnée à l'enterrement de ma mère, où dans le village j'ai retrouvé des copains de classe, Oui. copains d'école, qui étaient devenus fonctionnaires, sous-préfets, certains, etc., qui étaient là. Et il y en a un qui me sort cette photo où nous étions tous assis devant le photographe avec l'instituteur, le midi-cool comme on disait. Oui. Je suis sidéré. Tu te souvenais de cette photo? À un moment donné, non, je m'en souvenais pas vraiment. Il y en a eu chaque année une comme ça. Bon. Mais surtout, ce que je vois, et on a tous rigolé, j'ai les pieds nus. Alors que c'était rigoureusement interdit d'être pieds nus à l'école. Ça, débrouille-toi, mais il faut être sandalé, si j'ose dire. Oui. Eh bien, j'étais heureux en rentrant en France, une nuit comme ça, de retrouver les circonstances pourquoi j'étais pieds nus, le seul pieds nus. C'est qu'en fait, avant la photo, on avait fait une partie de football endiablé dans la cour de récréation. Et la cour était un peu boueuse, enfin c'était du gravier, mais... Et lorsque le photographe a dit « ne bougez plus », là j'ai réalisé que mes sandales étaient complètement crottées. Oui. Je me suis dit, mais ça va être l'horreur. Je vais montrer la boue à mes pieds dans la photo. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un peu fou. Je sors rapidement, je vais derrière les rangs, je jette mes sandales et on voit le geste, quand on observe bien la photo, où j'essaie de rentrer dans les rangs comme ça de biais, avec les pieds nus. Il vaut mieux les pieds nus que la sandale boueuse. Franchement, on n'était pas les plus pauvres de la bande. Mais on avait toujours, ou quelquefois, des sandales en plein hiver, avec des chaussettes rapiécées, des choses comme ça. Dans mes livres, je raconte un peu cette misère, mais dans ma famille, c'était pas la misère totale, hein. On n'était pas les plus pauvres. Mais bon, on le ressentait, c'est le vécu des enfants, le froid, la faim, etc. On était dans une région, la vallée du Chérif, qui est une région continentale, ce qui veut dire très froid l'hiver. Il fait tellement froid qu'il ne neige pas. Et très chaud, mais alors canicule saharienne. Moi je vivais les 3 mois de vacances, mes copains européens, enfin pieds noirs, français, ce qu'on voudra, étaient heureux, contents, etc. Repos d'abord, par rapport à l'école, pas de devoirs, et surtout ils allaient se rafraîchir à la mer ou à la piscine, ou dans la montagne, en France, etc. En colonie de vacances ou pas, ou en famille. Et nous, c'est direction le Doua, avec ses champs brûlés, moissonnés, et le chaume qui est blanc, doré, comme ça, qui vous esquinte les yeux. Et 3 mois à courir derrière les moutons, les corvées, les machins, etc. Alors, c'était un calvaire, les vacances pour moi. Et je me souviens de cette chanson que mes élèves ont entonnée une fois. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Nous nous reverrons. Nous verrons un jour peut-être, mais j'avais les larmes aux yeux. C'était à la fois la beauté de la chanson, mais aussi tout ce qu'elle annonçait. Nous nous reverrons 3 mois, c'était 3000 ans. Pour moi, ces vacances. C'était pas des vacances déjà, c'était les vacances, pas les vacances scolaires. Voilà. Oui, voilà, c'était les vacances dans le sens du vide scolaire, mais c'était l'horreur et damnation. Et je me souviens très bien, lorsque le 2 octobre, une dernière fois, je suis allé garder les moutons, à ce moment-là, il commençait à faire un peu moins chaud quand même. C'était sur une colline et tout ça, je l'ai regardé en me disant ah, demain, bye bye, je vais débrouillez-vous, je vais à l'école, je vais au lycée, voilà, oui. C'est ça. Le retour en classe était un bonheur inouï pour moi. J'ai vécu l'internat avec une félicité extraordinaire. Parce que non seulement on était bien nourris, on mangeait à sa faim, j'ai découvert des nourritures inconnues au Doua. Les crevettes, par exemple, la première fois qu'il y a eu des crevettes,
Premier jour, je crois, en entrée, Je ne savais pas comment faire, oui. j'étais des vers pour moi. C'était une horreur. Alors je les ai repoussés. Mon voisin, avec son bon accent kabyle, qui me dit « Tu n'en veux pas ?» Hop, il s'est accaparé mes crevettes. Petit à petit, j'ai commencé à... Je vous dirai le nom après. Je commençais quand même à me... Parce qu'évidemment, les petits copains, ils étaient jaloux. Donc, ils m'ont dit, mais non, il faut manger les crevettes, c'est bon, tu vas voir, là, là, là. Mais la mayonnaise, mais même la mayonnaise, elle me rappelait le caca des petits poussins. C'était une horreur, la bouffe des Français. Alors, et finalement, j'ai commencé à m'habituer aux crevettes. Ah bon, tu manges tes crevettes maintenant. C'était Aït Hamouda. Je me rappelle plus, c'était le neveu de Amirouche. Il y avait un autre qui s'appelait Hamadouche, qu'on appelait le roi des mouches, pour rimer. Enfin, ça, c'est des âneries. Mais Aït Hamouda, c'est vrai que c'était mon copain d'internat pendant un certain temps. Il a dû redoubler parce que je l'ai perdu de vue après. Cette histoire d'Amirouche, je l'ai su. On est en 59, je crois. Tous les jeudis après-midi, on avait pas cours. À l'internat, au lycée, on nous emmenait au stade à Orléansville. Ça, c'est le lycée d'Orléansville. Donc, le Snab aujourd'hui, oui. Schleff, je refuse de dire Schleff. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce qu'ils ont rebaptisé ça à la demande d'un émir qui a donné un chèque pour le tremblement de terre. Il a demandé à rebaptiser la ville parce que la Snab, soi-disant, ça voudrait dire les momies. Et alors ils l'ont rebaptisé comment Schleff? C'est-à-dire, Schleff c'est quoi? C'est le fleuve, c'est la Oued Schleff d'une part, et c'est la vallée. C'est comme si ici on rebaptisait Paris la Seine. Demain je vais à la Seine faire mes courses. Bon, ridicule. Donc moi je refuse et je récuse Schleff pour ma vie. Je dis toujours le Snam, c'est tout. C'était le Snam, pas le Snab. C'était un ancien fort romain qui, bon, etc. Toute une histoire. On sortait pour aller faire du sport au stade de la ferme, passer devant la prison, il y avait mon beau-frère, il y avait une prison énorme qui nous impressionnait par son mur. On traversait le pont justement et on allait à la ferme. La ferme c'était un village, c'était pas une ferme, dans lequel il y avait le stade municipal. Et là on s'entraînait, etc. Et là, en marchant en rang, il y a des citoyens d'Orléansville, l'islam à l'époque, qui nous disent Ketlo Amirouche, Ketlo Amirouche, ils ont tué Amirouche. Alors, je ne sais même pas si je connaissais bien qui était Amirouche à l'époque, et je vois mon copain Aït Hamouda qui éclate en sanglots. Et lui a compris tout de suite. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais, toi? Il me dit c'est mon oncle. C'est mon oncle, Ami, je crois. J'étais sidéré, alors que, bon, enfin, je ne dis pas que je ne le méprisais pas, c'était mon copain, mais enfin, on était tous quantités négligeables. Mais ton entrée en matière avec la guerre, en tout cas, un des premiers contacts, des premiers souvenirs de la guerre d'indépendance, c'est ce souvenir-là, entre autres. Non, pas seulement. Bon, il y a eu le premier jour, le 1er novembre, je crois, on a eu des récits à ce moment-là au village, en allant à l'école. Il y a d'abord un copain juif, Serge Ben Saïd, qui m'a retrouvé grâce à mes livres. Et je parle de lui, 4-5 lignes. Et ces 4-5 lignes... C'est reconnu, tu le nommes, c'est ça? Mais je le nomme et il diffuse partout. Lisez tel livre à la page 86. Je dis bon, quoi? Serge Ben Saïd est venu nous attendre à l'orée du village. Hein. Il ne pouvait pas s'aventurer plus loin, on ne sait jamais. À la campagne, c'est dangereux, il y a les serpents, et, enfin bon, on va dire dans la littérature d'un petit urbain de village. Et alors, il nous raconte qu'il y a des montagnards méchants avec des masques noirs et tout ça qui ont été pris par les gendarmes, qui les ont ceinturés, etc. Et parce qu'ils ont brûlé la meule du colon X, je sais pas quoi. Ça c'est le 1er novembre? Le 1er novembre. Ça c'est la version Ben Saïd. Voilà. Et alors, sûrement sa mère, je sais pas quoi, déjà, on commençait à parler de ça.
dès 7 h du matin, et à 8 h, on va à l'école, et à la récréation, il y a les copains villageois qui racontent un autre roman. Ils disent, voilà, c'est des lions comme ça, qui ont été attrapés par les gendarmes, ils les ceinturaient à l'arrière, et puis arrivé devant la gendarmerie, il y en a un qui a donné un coup de tête au gendarme et il a filé. Il s'est sauvé, etc. Et c'est parti la légende des Moudjahidines, invincibles dans les bois, dans les forêts, dans la montagne. Voilà la légende du 1er novembre. Après, bon, l'événement, bon, je le raconte aussi dans Tes yeux bleus. Un cousin par alliance qui a monté un maquis légal, un peu à la manière de Ben Jelloun, je crois. Un maquis légal avec la France. Il avait expliqué au Djounoud qu'il avait recruté qu'en fait, il profitait de ses relations avec la France pour emmagasiner des armes, pour faire de l'entraînement, et une fois qu'il serait prêt, il montrait au maquis. Les mois passent et il ne se passe rien. Le commandement de la Wilaya 4 entre en contact avec eux, avec ses subordonnés, le colonel Cobus. Ils font un accord, ils leur disent, vous nous apportez la tête de Cobus et on vous pardonne, on vous intègre à l'armée de libération nationale. Un beau jour, il le fusille, il lui coupe la tête et il l'emporte au maquis. Alors l'aviation française a massacré la plupart d'entre eux et ceux qui ont été saufs sont arrivés au commandement. Et il paraît, alors là, il paraît qu'ils les ont liquidés tous en disant, vous avez trahi une fois, vous trahirez deux fois. Voilà, j'ai appris ce genre d'histoire douloureusement parce que moi j'étais vraiment FLN, j'étais tout ça très nationaliste, très. Mais c'est mon meilleur copain avant Ithabouda ou après, je ne me rappelle plus très bien, c'était Belhadj Khaled, qui est un cousin qui a un nom exactement de moins que moi. Et il était passionnant, il avait une imagination, enfin, il posait des questions incroyables. C'était un enfant adulte. On a fait tout le secondaire ensemble. Alors, il avait des questions du genre. Et à ton avis, est-ce qu'il faut avoir les 2 bacs pour faire acteur, ce genre de... Oui. Pour être acteur? Acteur de cinéma, on était passionnés de cinéma. Il y avait des cinémas en Algérie à l'époque. Ah oui, oui, bien sûr. Et tout à fait. Alors, et là, moi je lui dis, mais absolument, bien sûr, il faut être très... Qu'est-ce que tu en savais? Très diplômé. Parce que pour moi, être acteur, c'est le summum comment dire, de la réussite. De la carrière, de la réussite, c'est ça. Et donc, obligatoire qu'il faille les 2 bacs. Mais Belhadj, c'était quand même son père qui est assassiné. Alors lui, il m'a dit, tu sais, ma mère, elle a reconnu, on a laissé le corps sans la tête. Il m'a dit, ma mère, elle n'a pas reconnu un des doigts de mon père. Il a une petite tache comme ça sur le doigt et elle n'a pas reconnu. Donc c'est pas lui. C'est un simulacre. Il a monté ça, monté au maquis et on le reverra à l'indépendance. Et ça a été le cas? Ça a été malheureusement pas le cas. Ça a été la dure réalité. Et je me souviens en 1962, en juillet, il n'a rien dit. C'est quelqu'un de très mystérieux, très par rapport à cette histoire-là. Alors que ses autres frères, ils étaient joyeux, au bout d'1 an ou 2, ils ont oublié cet épisode, ils vivaient comme ça et tout. Et lui, il a gardé ça à travers lui. Et lorsque, en 1964, je crois, Ben Bella est venu rendre visite aux étudiants au 10 boulevard Amirouche, là où il y avait le restaurant universitaire, les activités de l'UNEA, l'Union des étudiants algériens. Il a fait un discours démagogique, comme d'habitude, en disant « Nous aurons tous les Bengana, tous les machins et tous les Cobus ». Et lui, il était là. Il commençait à se reformer, ce Khaled, à s'algérianiser, si on peut dire. Là, il l'a tué. Il l'a littéralement tué. Je crois 2 ou 3 mois après, il a demandé une bourse à la Suisse. Il l'a eu parce qu'il était brillant dans les matières scientifiques. Et il a pratiquement fait un ingénierat, tout ça. Il est très bravement revenu faire son service au début des années 70.
Et on évoquera peut-être effectivement cette réflexion-là sur le fait de revenir faire le service. Très loyal, mais il a une haine secrète qui purule, une blessure, quoi. Qui purule encore, surtout sur la mort de son père. Enfin, je suis allé chez lui en Suisse, un soir, énervé, il m'a sorti un film, je ne sais pas comment on appelait ça, les 8 mm. Oui. Machin comme ça de son père. Mais c'était Grégory Peck. Vraiment, je savais qu'il était une belle allure, un beau mec et tout. Il se perd avec son manteau comme ça, ils sont dans les rues d'Alger, il le tient à la main, il etc. a un film de son père. Oui. Dont il ne m'a jamais parlé. Et là, on a eu une discussion un peu comme ça. Il considère, un peu comme son père, qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait avoir l'indépendance avec la France. Voilà sa théorie. Mais ce Belhadj là, ce Qobus, j'étais un peu intrigué. Il fait un peu partie de la famille, bon, pas directement. Donc, c'était un proche en tout cas. Qu'il a épousé une cousine à ma mère. Un jour, j'ai l'occasion d'interviewer Aït Ahmed en 1992, au moment où le fils a gagné les élections municipales. Donc je suis allé à Alger pour l'interviewer pour MFI, une agence de presse de RFI, écrite. Alors, à midi, etc., on a parlé évidemment des élections, de ceci et de la politique, de Saïd Saadi et tout ça. Et à la fin, j'ai éteint le machin, je lui ai dit, monsieur Aït Ahmed, vous le permettez, j'ai une question à vous poser hors de notre entretien. Je lui ai dit, vous avez connu forcément celui qu'on appelait le colonel Qobus. Comment vous expliquez qu'un militant de la première heure, qui était membre de l'organisation spéciale, 47, 48, 49, tout ça, l'organisation spéciale qui a préfiguré le FLN, comment un type comme ça a pu virer chez les Français? Et il m'a donné une explication, il m'a dit, mais vous savez, j'ai vu son fils à Lausanne, je l'ai invité à dîner, et je lui ai dit, bon, Khaled plus tard me dira qu'Aït Ahmed lui a dit ceci, quoi qu'il ait fait, votre père, lui a-t-il dit, l'a fait dans le bien de l'Algérie, dans son intention de faire du bien à l'Algérie. Voilà, c'était bien intentionné. À moi, il m'a dit ceci, il m'a dit, bon, c'était un personnage qui lisait ou était passionné par les personnages à double tiroir, si on peut dire. Les doubles personnages dans les romans, etc. Et qu'il vivait en quelque sorte une aventure policière en jouant les deux. Parce que c'est vrai qu'il a travaillé avec les Français, mais il essayait de renseigner les frères aussi de certaines choses. Et bien, mais ça n'a pas marché. Le jusqu'au boutisme de certains dirigeants de la dite révolution algérienne, enfin je ne renie pas la religion, regardez ce lapsus. C'est joli lapsus, enfin je ne sais pas s'il est révélateur d'ailleurs, mais... lapsus dramatique, parce qu'après oui, c'est devenu une sorte de dogme politique et une religion, alors que nous pensions que ça allait libérer non seulement nous autres, les indigènes, les musulmans, ce qu'on voudra, mais aussi tout le peuple français. Moi j'avais apprécié, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, la déclaration, parce que c'était secret, clandestin, etc. La déclaration du 1er novembre, elle était très bien équilibrée. Alors, en dehors des principes, bon, alors, un pays, un État, selon les principes islamiques, bon, ça c'était juste pour rappeler qu'on était musulmans, quelque part, mais tout le reste, c'était bien, c'était tolérant, ça faisait appel aux Européens. Vous êtes des Algériens, c'est votre combat, etc. Quelle intelligence de vue quand je compare à ce qu'est devenu le pays maintenant. C'est l'intolérance, le rejet de tout ce qui est progrès, de tout ce qui est... Et puis le rejet de tout ce qui est français. La France, elle a changé. Le peuple français, il est différent. Il y a Le Pen, il y a je sais pas quoi, Bijard, mais n'oublie pas quand même Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi. Voilà, des Français aussi
ben moi je me reconnais aussi de ces Français-là. Et Jacques Vergès et d'autres. Jacques Vergès. Et tu fais partie des témoins dans un livre de la édition Chèvrefeuille étoilée de l'école en Algérie. Les Algérois, les Oranais, tous ceux qui sont dans des grandes villes ont peut-être pu accéder à l'école française parce que c'était la seule valable, si on peut dire. Oui. Quoi. Oui. Les indigènes n'avaient pas d'école à proprement parler. Il y avait quelques médersas peut-être, ou des petites écoles coraniques, mais bon, un enseignement laïque, régulier, etc. Bon, dans notre village, c'est en 1950 seulement qu'a ouvert l'école. Et donc je fais partie de la première génération pratiquement qui a pu accéder à... Alors évidemment, il fallait avoir la volonté d'envoyer ses enfants. Mon père, qui était un paysan, mais qui avait un profond mépris des paysans, qui rêvait d'aller à Alger. Il allait souvent à Alger alors pour ses petits commerces, les vêtements de ceci, cela. Il allait à la Casbah, mais il rêvait de nous transférer tous à Alger. Il a jamais... Bon, il a atteint son but qu'en 1962. Bon. Et donc l'école ouvre. Et voilà, bon, je suis avec celui que j'ai appelé mon frère ennemi dans un de mes romans. Nous voilà envoyés en classe et dans les années 53 à 56. 56, nous partons ensuite après au lycée, après un succès éclatant qui a fait honneur à ce directeur d'école, Monsieur Gounel, dont le père était venu des Cévennes, qui a ouvert une boucherie et un bistrot dans le village en 1899 par là. Lui, il est né en 1913, quelque chose comme ça. Et ce Gounel Albert, qui était né au village, il a fait des études, il a fait l'école normale. Ensuite arrive la guerre, il a fait 5 ans dans un contingent de tirailleurs algériens. Il a tenu à rester avec son grade ni quoi que ce soit. Et il s'en est sorti indemne. Il a fait tout, la campagne d'Italie, la campagne de jusqu'en Alsace-Lorraine. Il est resté avec ses boulios. Il leur a dit, moi je suis... Il parlait parfaitement l'arabe du village. Et l'arabe classique, on va le voir éventuellement après, avec une petite histoire en 64. Et après, il revient au pays en 45. Il est envoyé en Kabylie et là, il rencontre une petite jeune fille venue de France, des Landes exactement, et donc qui était enseignante aussi, qui devait avoir 20-22 ans. Il se marie et lui, il lui confie son rêve de créer une école dans son village, les Ataf, la Ataf. Alors, ils sont envoyés à Tachta dans un lieu perdu, mais alors que lui, il a trouvé magnifique. Alors, Tachta, c'est en fait dans la montagne, entre notre village et Cherchel, par exemple. Mais il y a le Dara au milieu, c'est au cœur du Dara, vraiment perdu. Il a passé 3 jours à scier, à tailler, etc., pour ouvrir une école décente pour les élèves, etc. Sa femme, elle était enceinte, elle n'était pas très chaude pour ce paysage complètement sauvage. Puis loin de tout. Alors que lui, c'était un artisan, il nous avait appris jardin scolaire, il nous a fait, je ne sais plus quoi, toutes les activités, des cours d'agriculture. Il nous a donné en CM2 des cours d'agriculture. Alors, et il était le directeur de cette école. Sa femme était institutrice en CP. C'est comme ça que je l'ai eu. Elle d'abord, le CE2, je fais sauter une classe. Et puis en CM1, CM2 avec lui et la 6e. Alors, c'est un personnage fondateur, c'est le cas de le dire. En 1962, le brouhaha, tout ça, ils partent en vacances, mais ils reviennent, ils assurent la rentrée scolaire. 2 années de suite. Et jusqu'en 1964. 1964, Ben Bella avait programmé, le premier président algérien, avait programmé une visite à Orléansville, le Slam. Le préfet de l'époque, le Wali, c'était un type instruit à l'école française, etc. Il ne parlait pas un mot d'arabe classique.
il fallait qu'il fasse un discours de bienvenue au président. Ne me dis pas que c'est... Qui est-ce qui lui a rédigé le discours? Gounel, notre directeur d'école, notre enfant du village, qui à l'école normale, il a reçu aussi, il avait choisi arabe littéraire, arabe classique, arabe machin, et il avait donc retenu tout ça, il lui a rédigé un discours à peu près comme là, en arabe. C'est absolument inouï, c'est emblématique. Merci de nous livrer ce témoignage, parce que je pense que c'est à l'image de cette histoire algérienne qu'on a en commun. Tout à fait, complètement paradoxal. Paradoxal, et en même temps, M. Gounel n'était pas, ou le couple Gounel n'était pas un couple unique, singulier, ils étaient nombreux en Algérie à cette époque-là. Oui, ben, j'ai connu une autre histoire aussi à côté, par contre dramatique, justement qui donne l'autre versant de l'horreur algérienne aussi. C'est un pays de miracles et d'horreur, c'est vrai, mélangé, du moins dans cette période-là. L'été, le même été, 62, il y avait un couple qui s'appelait Wolf, monsieur et madame Wolf, à Oued-Fouda, 13 km de notre village. Alors, lorsqu'arrive l'indépendance, monsieur Wolf et sa femme vont voir le commandant. Il leur dit non, vous restez. La population me parle de vous, etc., de votre travail formidable, comment vous allez chercher les enfants, les soigner dans les terres les plus reculées, etc. Oui, c'était au-delà de l'éducation. Ils leur ont même construit une piscine, la seule piscine de la région, pour leur apprendre à nager. C'était des gens merveilleux. Il reste alors, au mois de juillet, août, un dimanche, Madame Wolf dit peut-être que ce serait bien qu'on aille rendre visite à ma sœur, à Ténès. Et les voilà partis dans leur Dina Panard, je crois. Sur la route de Ténès, presque arrivé à 10 km, il y a un village qui s'appelle Montenotte. Ils sont arrêtés par un barrage, entre guillemets. 2 hommes ont treillis, comme il y en avait beaucoup à cette époque. En fait, c'était des 19 mars, c'était n'importe quoi, qui avaient mis le treillis. Les fameux martiens, comme on les appelle. Ils les ont arrêtés et au lieu de leur prendre leur voiture, à la limite, c'est ce qui c'était leur objectif, ils les ont liquidés. Ils ont pris la voiture, pour la voiture. Et ils ont tué 2 personnes, 2 êtres. Dévoués. Absolument. 10 fois meilleur que le meilleur des musulmans, selon moi, selon mes critères. Bon, voilà un peu cette histoire contrastée de l'enfance, de l'école, etc. Après, bon, nous, on a pu quand même bénéficier de l'enseignement, le lycée. Le premier bac, on l'a passé pendant le trouble de l'organisation des élections en juin 62, etc. Bon, on a été reçus après. L'été, on a décidé, enfin mes parents, on est tous partis à Alger, comme beaucoup d'Algériens, pour s'inscrire au lycée Bugeaud, Abdelkader. Pour passer le bac, on l'a passé. Ça a été le premier bac de l'indépendance. Bon, enfin, après l'université, toute une vie agitée, à la fois politisée, et en même temps, ce qui a nourri un peu mes romans, c'est-à-dire ce désir du féminin. Cette absence du féminin, alors cette absence, il y a une présence du féminin dans Alger, par les coopérantes étrangères, etc., les françaises, les danoises, tout ce qu'on voudra, mais il y a aussi les algériennes qui commencent petit à petit à franchir la porte de la maison pour aller ou au lycée et à l'université. Progressivement, il y avait une montée vertigineuse du nombre de filles algériennes scolarisées, en même temps qu'une descente vertigineuse de la mini-jupe. Une descente ou une montée. C'est d'ailleurs le titre de mon tout dernier roman, paru à Alger. C'est le seul qui a été édité par une édition Kalima algérienne, qui s'appelle Le Treillis et la mini-jupe. C'est-à-dire les 2 symboles de cette Algérie des années 60-70. Ce combat presque indirect entre l'autorité et la liberté. Voilà, donc je considère que j'ai été assez chanceux
Mais ce pays, maintenant, je suis venu en France pour faire des études. Je me suis attardé. Et puis, j'ai vu le déclin à partir de 90, 92. Cette terrible déflagration. Je dis, c'est pas possible. On parlait pas, oui, avec cette espèce de comportement schizophrène, est-ce qu'on parle d'un pays que tu connais? C'est ça. Les télévisions françaises nous servaient des morts, des assassinats horribles, Tahar Jaout et compagnie, etc. J'ai dit, mais c'est pas possible. On parle pas c'est pas mon pays, ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça, alors que ça faisait des décennies que le poète Ahmed Asghar, par exemple, que j'ai bien connu, à la fois des raisons militantes avec Mohamed Boudia, l'homme de théâtre, et d'autres, nous conjuraient d'écrire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Tout a été écrit. Et bien là, en 92, 93, je me suis dit, je vais écrire pour montrer le pays que j'ai connu. Ce n'est pas celui qu'on nous montre à la télévision, celui de la barbarie et des horreurs. Voilà, je me suis trouvé dans cette aventure littéraire. Une fois que j'ai écrit le premier, on m'a dit de faire la suite, puis la suite. Bon, maintenant j'ai arrêté parce que je suis trop découragé par les scènes pénibles que l'on vit dans les salons du livre, tout ça, où les gens passent, vous regardent comme si vous étiez une bête de foire, etc. Ça m'a franchement trop découragé. Bon. Alors, quelquefois, philosophiquement, je dis c'est-à-dire, traduction. Celui qui a écrit avant. C'est un proverbe algérien. Dans ton parcours, c'est vrai qu'on pourrait passer des heures. Je disais l'économiste, devenu journaliste, autobiographe. Tu écris beaucoup sur l'Algérie et c'est pas ton dernier livre paru, mais peut-être l'avant-dernier. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler, même si c'est de manière raccourcie, de ce livre, Terre de ma mère. Il est important dans ton parcours. Il est capital, parce qu'évidemment, il est particulier. D'abord, celui-là, il n'est pas né de ma volonté. Je l'ai beaucoup nourri. C'est un livre dual, c'est un livre à deux, à quatre mains, comme on dit. Oui. Parce que j'ai été sollicité par une fille de Pied-Noir qui est née en 1962. En juin on l'invente pas la date. C'est incroyable. Et c'est une naissance, on ne va pas tout raconter, mais enfin, assez bousculée. Il faut lire Terre de ma mère. Et cette fille a vécu toute sa vie, Sophie Colliex, pour ne pas la nommer, a vécu toute sa vie avec l'Algérie au creux du rêve, au creux du ventre, etc., par les racontars, les récits de ses parents. Sa mère était tiarette, son père oranais, ingénieur de l'EGA, électricité gaz d'Algérie, et où il était heureux. Et d'ailleurs, il est revenu à Oran après 62. La petite Sophie avait 1 an ou 2, je ne sais pas comment, et donc il est revenu à Oran, il a retrouvé ses copains ingénieur, agent, je sais pas quoi, oranais, le pastis ou je sais pas quoi, comment, la nisette. La nisette, c'était la nisette. Et autres bienfaits de l'Oranie, les plages, machin, etc. Le rouge et grillé, ce que je sais, la sardine scabetch. Et par contre, sa femme, elle, n'a pas retrouvé ses amis. Et elle se morfondait un peu dans l'Algérie indépendante, alors que son mari était heureux. Bon, ils sont revenus finalement en France, où ils connaissaient presque personne, etc. C'était pas leur pays dans l'absolu. Leur pays, c'était l'Algérie. Ah oui, tout à fait. Donc, et Sophie a grandi dans cette nostalgie du pays qu'elle ne connaissait pas. Bon, ce n'est pas les images d'1 an ou 2 ans qui vont lui faire une histoire. Elle a donc vécu beaucoup de douleurs parce que dès qu'elle a annoncé qu'elle était née en Algérie, boum, il y avait les réactions des Français qui ne connaissaient pas du tout l'histoire ni des Pieds-Noirs, ni des Algériens d'ailleurs, mais enfin, ils avaient une sale réputation, les Pieds-Noirs, ce que je ne savais pas. Donc elle a pris sur la gueule, ah oui, tu es une fille
vous faites suer le bournous, vous êtes des capitalistes, et vous êtes ceci. Récemment, sa mère prenait le train, ils sont du côté d'Avignon par là, ils sont installés, ils allaient à Genève où vit Sophie. Donc, elle allait chez sa fille à Genève. Dans le train, il y a une dame qui engage la conversation avec elle. D'où est-ce que vous êtes né? Moi, je suis du Morvan, puis et l'autre, elle dit, moi, je suis né en Algérie. Ah, la réponse de l'autre, mais vous devez être sacrément riche. Et alors, la mère de Sophie ne se démonte pas. Elle lui dit, oui, oui, d'ailleurs, je profite d'une visite chez ma fille pour aller compter mes lingots. Réponse du tac au tac. Bon, alors, tout cet aspect-là de douleur des pieds noirs, je l'ai découvert avec Sophie. Bon, autant j'aurais dit à cette époque, bien fait pour eux, autant là, je suis quand même revenu sur une considération différente. Surtout que certains d'entre eux n'ont rien demandé, n'ont pas fait de mal. Chicha talba maïcha, je veux dire, ils demandaient une existence au soleil, leur part de soleil et point. Bon, enfin bref. Tout cela a bouillonné pendant 30, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus très bien, dans le ventre, dans les nerfs de Sophie. Et puis on se rencontre un jour, comme j'étais responsable d'un jury, association des écrivains de langue française, je reçois un livre, Mersel Kébir, l'enfant de Mersel Kébir. C'était un récit d'enfance, mais sur l'histoire du bombardement de la marine française en 1942. Oui. Et c'est là où j'ai appris dans ce livre qu'il y a eu des milliers de morts, et pas seulement quelques dizaines de marins, mais des milliers de morts. Bon, c'était Sophie Colliex qui l'avait écrit, je ne la connaissais pas. Alors, je demande le livre, au bout d'un moment, je ne le reçois pas. Je demande à l'éditeur qui me dit, je l'ai envoyé. Non, je n'ai rien reçu. J'ai demandé auprès des autres jurés, ils n'ont rien reçu non plus. Et elle était là, elle écoutait, quoi. Elle attendait, elle espérait. Elle a dit, c'est un Algérien, le pays me reconnaît, est-ce possible? Finalement, j'ai insisté, j'ai reçu le livre. On l'a lu, etc. Il nous a passionnés et on lui a donné le premier prix. Et là, ça a été le bonheur pour elle. C'est son premier roman. Une reconnaissance attendue. Une reconnaissance. Oui. Et elle m'en a avoué une reconnaissance à moi un peu trop excessive parce que je n'ai pas été le seul artisan. C'est une autre amie, la présidente du jury, qui elle-même m'avait conseillé. Michel? Bon. C'est Michel. Non, c'est pas Michel Perret. Non. Michel Perret, elle est membre du jury. Oui. Non, elle est morte. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au moment de la remise des prix, tout ça. Oui, parce que dans l'absolu, vous n'êtes pas de la même génération. Non, vous ne vivez pas au même endroit. On ne se connaissait pas. Vous avez une histoire commune, dont on découvre les points de littérature. Oui. Et donc, c'est là où elle m'a dit un jour, autour d'un couscous évidemment, j'aimerais écrire un livre sur l'Algérie. Je lui ai dit, un livre à deux sur l'Algérie. Là, je lui ai dit, écoute, demande à Maïsabé ou au pire, comment il s'appelle, Yasmina Khadra. Elle m'a dit, mais non, c'est avec toi que je veux écrire. Je viens de lire Tes yeux bleus, occupe mon esprit. Ça m'a passionné, d'une part, et il me semble que tu es la personne avec qui je pourrais faire cet enfant, en quelque sorte. Ah bon? Ok. Moi, je ne voyais pas ce que je pouvais encore écrire à ce moment-là. J'avais rincé mon Algérie avec plusieurs romans, etc. Ou plusieurs livres romancés, je dirais. Et puis, dans la nuit, je n'ai pas dormi. Elle m'a allumé. Elle m'a allumé avec cette idée. J'ai jamais écrit un livre à deux avec... oui, ça doit être en plus un exercice assez particulier. C'est un exercice très particulier, etc. Et donc, du coup, c'est moi qui ai le premier dégainé. Alors que moi, j'attendais à ce qu'elle me dise, bon, ok, envoie tes premières phrases et je réponds, je vais voir. Je n'ai pas d'idée. Et bien là, dans la nuit, j'ai eu une idée, celle de reprendre
un chapitre dans Tes yeux bleus où je raconte l'histoire d'une collégienne qui m'avait brûlé avec ses yeux bleus, j'ai 14 ans, tout ça. On fait un petit dialogue, une campagne. J'ai repris un peu cette idée en me disant, je vais imaginer que Sophie est en fait la fille de cette gamine-là que j'ai connue il y a 50 ans sur les bancs du collège d'Orléansville. J'ai imaginé ça, on est parti là-dessus. Et puis après, ça nous a permis, elle, de sortir de plein de tout ce qu'elle avait de rancœur et d'amour pour ce pays rêvé de ses parents. Ses parents lui ont fait rêver. Et moi, ça m'a permis de dire tout mon amour pour ce pays, cette terre natale, violée, violentée. Et ça m'a permis d'envoyer des scuds et des missiles contre les pouvoirs algériens divers et variés qui ont massacré ce pays. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce livre est très important en fait. Dans ton parcours. Il est malheureusement pas très connu. Terre de ma mère, c'est vrai que ça dit tout. Sa mère à elle, sa mère à moi. C'est notre terre commune, liée à notre mère. Voilà. Terre et mère, on peut le lire dans tous les sens du terme, mais ça va loin comme histoire. Il est édité en Algérie? Non, et on aurait bien aimé, évidemment. Pratiquement, à part les grands noms, les Boualam Sansal, les Smila Khadra et d'autres, les ouvrages qui sont publiés ici sont rarement publiés là-bas parce qu'ils sont, ça revient cher aux éditeurs ou je sais pas quoi, ils ne demandent pas assez, je sais pas. Et non, aucun de mes livres n'est en Algérie à part Tes yeux, Mon frère ennemi, qui a été réédité, alors d'abord en Tunisie par Elisade, mon éditrice principale, mais par Balzac. Et ça, les éditions Balzac, c'est évidemment tout un roman, parce que j'ai connu Selma Hallel quand elle avait 19 ans, quand elle était avec moi à Radio Orient. On était tous les deux les seuls Algériens d'ailleurs, les plus déconsidérés, parce qu'on venait de débarquer. Elle avait fini Sciences Po. Et moi, bon, j'avais 53 ans, je cherchais à gagner ma vie, et on s'est connus à Radio Orient, et c'est là qu'elle m'a présenté Hadjadj, son futur mari, et qui nous ont dit en 99, on va monter une maison d'édition en Algérie. Vous êtes fous, quoi. Le terrorisme résiduel continue à frapper, et tout ça. Eh bien, chapeau, je leur tire chapeau, parce que les éditions Balzac, c'est une des meilleures productions de l'édition maghrébine. Et malheureusement, le lien, comme ça, il y a beaucoup d'écrits qui sont inconnus des Algériens. Je veux dire, j'ai écrit un livre, en gros, à propos de Mohamed Boudia, l'homme de théâtre révolutionnaire assassiné par les Israéliens, qui s'appelle Beyrouth Canicule, mais j'aimerais bien qu'il soit lu en Algérie. Eh bien, impossible. Enfin, impossible, il n'y a eu aucun éditeur qui l'a réclamé ou demandé, ou peut-être parce que ma foi, mes phrases, des fois, accrochent, blessent. Parce que d'accord, disant que ce livre est un truc anti-sioniste, on va dire, même pas anti-israélien, anti-sioniste, si on veut, mais les pouvoirs à Paris comme à Alger ne sont pas épargnés. Bon. Ça t'a valu, ta franchise t'aura valu quelques soucis? Ce livre. Oui, ce livre, ou d'une manière générale ton franc-parler, la justesse de tes propos. Oui, je le sens, mais on m'a jamais dit. Oui. On va remercier la personne qui nous a mis en contact, parce que c'est important, c'est Michel Perret. Ah oui, c'est Michel Perret, qui est un morceau d'Algérie aussi, très important, c'est vrai. On s'est connus d'ailleurs, on avait une amie commune, on ne le savait pas. Cette vieille dame qui est morte il y a 3 ans, on l'appelait Guite, elle est née à Mercier-Lacombe, où est né d'ailleurs Michel Perret. Et c'est une dame qui venait manger à la résidence où j'habitais. Et un jour, je lui dis, vous savez, j'ai rencontré au Salon du Livre une fille de Sidi Bel Abbès. Enfin, vous vous retrouviez dans un restaurant marocain, c'est ça?
ou peu importe, marocain. Oui, oui, en tout cas, orient, oui, Maghreb. Couscous et maghrébin, berbère, international, ce qu'on voudra. Mais c'est surtout la graine, la semoule du couscous qui unit trois êtres comme ça, qui sont des orphelins d'Algérie, tous les trois, pour des raisons historiques différentes. Bon, moi, rien ne m'interdit, et d'ailleurs, eux aussi, personne ne leur interdit mais autant au Maroc, on prend une agence, 400-500 € et on passe 2 heures après, on y a... Algérie, c'est le hedge, quoi, pour y aller. Moi, il y a combien de gens me demandent de les emmener en Algérie, comme si j'étais propriétaire de l'Algérie. Mais même moi, je leur dis, quand je vais là-bas, je suis émigré chez mon grand frère. Un beau jour, il me l'a fait comprendre qu'il allait mourir et qu'il valait mieux que j'achète un petit quelque chose. Je n'ai pas les moyens d'acheter, même avec le changement, etc. Donc c'est une Algérie qui nous est un peu mahroumin, comment on dit, qui nous est privée, quoi. Nous sommes privés de cette Algérie-là. Aussi bien les Français moyens qui ont envie de découvrir ce pays. Ah oui, mais ton pays, on ne le connaît pas. 50 ans après, on me renvoie à ton pays. C'est positivement ou négativement, ce que je ne renie pas. Et pour revenir à Guy et Michel Perret, c'est une tête. Hein. Elle est linguiste, elle a écrit un livre sur la langue française, je crois, qui se vend encore jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Et ben, on s'est retrouvés pratiquement dans le même processus. Elle a écrit des livres sur son enfance. Ses rêves à elle. Elle nous a écrit un dernier roman historique excellent, sur le premier convoi, pas le dernier, qui montre comment les tout premiers Français, des gueux, des machins, ont été envoyés là-bas, on leur a chanté une histoire. Histoire inconnue, hein, moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert plein de choses. Et Michel Perret m'a rejoint donc dans le jury que je présidais à l'Association des écrivains de langue française. Cette Algérie, c'est fou ce qu'elle a marqué des générations, et ceux qui la détiennent aujourd'hui ne la méritent pas. Voilà, l'amertume des choses. Alors ça, j'ai toujours dit qu'il nous a manqué un Mandela, Nelson Mandela, qui aurait géré les relations violentes. C'est vrai que les Français, les pieds noirs, ce qu'on voudra, ont exagéré, comme des fallas que vous avez exagéré. Nous, on vous aimait bien, vous avez exagéré. Ils ont exagéré, mais il y avait moyen, il y avait des pieds noirs, des Français, tout simplement, qui avaient envie, qui avaient 3-4 hectares, des petites propriétés, qui avaient Chicha Talba Maïcha, qui juste se nourrir de leur soleil et de leur terre, sans exploiter personne, sans ennuyer personne. Et ben, on les a empêchés. Et même le père de Michel Perret, qui avait un domaine quand même assez important, mais il était prêt à composer avec le gouvernement algérien pour lui donner, lui céder la nationalisation les a tous rattrapés. La nationalisation abusive. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'était des nationalisations dans l'intérêt du peuple collectif, d'accord, mais non. Ça a été orchestré pour aller dans la poche de certains requins locaux qui ont nationalisé, soi-disant, qui ont détourné les terres et les appartements et les villas. Ça a été un pays violenté enfin, chaque fois qu'il y a une génération qui vient, on espère que cette génération le redressera. Mais on ne les laisse pas faire, à croire que c'est comme les anciens moudjahidines, quoi. Enfin, ils étaient combien? Ils sont presque tous morts maintenant. Et ben, on dirait que ça renaît. Oui, c'est ça, comme le phénix. Ça renaît comme le phénix de ses cendres. Il y a plein d'anciens combattants qui renaissent, qui touchent des pensions, c'est bon, mais c'est tout, je ne veux pas faire surnager. C'est vrai qu'on a tendance à aimer l'Algérie une fois qu'on est loin d'elle, loin des yeux, près du cœur. C'est dommage que ce soit ça. Donc on essaie de vivre dans la terre. L'homme
changent de nature quand ils changent de lieu. Je crois que c'est Nazim Hikmet qui a dit ça. Bon, alors on essaie de changer, non pas de nature tout à fait, mais un peu les habitudes, les machins. Je me rappelle d'une phrase magnifique de Ariski Metref, l'écrivain, homme de théâtre algérien, qui a dit à Ménilmontant, puisque je vous parlais de Ménilmontant, les étrangers parlent le français dans toutes les langues. Je trouve ça magnifique. C'est génial. Je partage, je souscris entièrement à ça. Les étrangers parlent le français dans toutes les langues. Et ben voilà, moi je vis la France dans toutes les langues, dans toutes mes langues.